Un jeune milliardaire est abordé en hiver par deux jumelles affamées qui le supplient. « S'il vous plaît, monsieur, achetez cette bague. Nous avons besoin d'acheter des médicaments pour notre mère. » En examinant l'objet, il peine à croire ce qu'il voit. Les flocons de neige dansaient sous la lueur des réverbères, créant un ballet silencieux dans les rues désertes de Paris. Michael Anderson ajusta l'écharpe en cachemire autour de son cou pour se protéger du vent glacial, ses pas résonnant sur le trottoir enneigé. Pour un homme à la tête d'un empire technologique valorisé à des milliards, ces promenades nocturnes étaient son seul moment de paix, un lien avec le jeune rêveur qu'il avait été, avant l'argent, avant le succès, avant les choix qui l'avaient mené jusqu'ici. La montre à son poignet indiquait 21h47. La température avait chuté plus tôt ce soir-là, vidant les rues habituellement animées du 8e arrondissement. Michael appréciait ce silence, si rare dans la ville lumière. C'était à ces moments qu'il laissait tomber ses masques. Ni le PDG impitoyable d'Anderson Tech, ni le milliardaire en une des magazines économiques, simplement Michael, 35 ans, avec tous les regrets qu'il portait. C'est alors qu'il l'entendit. Un sanglot léger, presque noyé dans le hurlement du vent. Michael s'arrêta, ses sens en alerte dans la nuit silencieuse. Le son se fit à nouveau entendre, cette fois accompagné d'un murmure d'enfant. « Tu penses qu'il va nous aider, Em ? Il doit nous aider, Amy. Maman en a besoin. » Se tournant dans la direction des voix, Michael sentit son cœur rater un battement. Là, à moitié dissimulées dans l'ombre d'une entrée de service, se trouvaient deux fillettes. Jumelles identiques, elles ne devaient pas avoir plus de 5 ans. Leurs manteaux trop fins battaient au vent, clairement inadaptés à une telle soirée. Leurs petits visages étaient rougis par le froid, nez coulant, tandis qu'elles tentaient de se réchauffer l'une contre l'autre. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites dehors par un froid pareil ?» demanda Michael, s'approchant d'elle instinctivement, déjà en train de déboutonner son manteau pour le leur offrir. Les fillettes échangèrent un regard, un échange silencieux, semblant passer entre elles, avant que celle de droite ne fasse un pas en avant, tendant un objet dans sa petite main tremblante. « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous l'acheter ? Notre maman est malade et a besoin de médicaments. » L'objet oscillait légèrement dans la main de la petite, captant la lumière du réverbère tout proche. Michael se pencha pour mieux voir et eut l'impression qu'on lui arrachait tout l'air des poumons. C'était impossible, absolument impossible. Et pourtant, elle était là, la bague. Pas n'importe quelle bague, mais cette bague. Un saphir bleu entouré de petits diamants, serti sur une délicate base en or blanc, ornée de détails art nouveau. La bague qu'il avait choisie 6 ans auparavant, économisant durant des mois alors que sa start-up commençait à décoller. La bague qu'il avait offerte à Sarah un soir similaire, sous la neige du jardin du Luxembourg, alors qu'il n'était encore qu'au début de son ascension. La bague que Sarah portait la dernière fois qu'il l'avait vue. Où avez-vous trouvé ça? Sa voix était rauque, presque méconnaissable. L'autre fillette s'approcha, ses grands yeux suppliants fixés sur lui. « C'est à notre maman. Elle ne sait pas qu'on l'a prise, mais... » Sa voix se brisa, des larmes commençant à perler. Elle est tellement malade. On l'a entendue pleurer hier soir parce qu'elle n'avait pas d'argent pour ses nouveaux médicaments. Michael observait les fillettes comme s'il était en transe. Maintenant qu'elles étaient plus près, sous la lumière directe, il voyait clairement leur visage. La forme des yeux, l'ovale délicat du menton, même la façon dont celle de gauche mordillait légèrement sa lèvre inférieure, autant de gestes et de traits terriblement familiers, au point de lui serrer la poitrine. Un flashback le frappa de plein fouet. Sarah à la bijouterie, les yeux brillants à la vue de la bague pour la première fois. « Elle est parfaite, Mike », avait-elle murmuré, des larmes de bonheur coulant sur ses joues, tandis qu'il s'agenouillait là, au milieu du magasin. Le vendeur avait tenté de lui montrer des bagues plus chères, plus appropriées pour un entrepreneur en plein essor, mais Sarah n'en voulait pas d'autre. « Celle-ci porte ton âme, je le sens. Je sens tout l'amour que tu as mis dans ce choix. »« Comment vous appelez-vous » demanda doucement Michael, tentant de garder sa voix stable. « Je m'appelle Emma », dit celle de droite, tenant toujours la bague. « Émilie » murmura l'autre, s'approchant de sa sœur. « Et votre maman, comment s'appelle-t-elle » Les fillettes hésitèrent, se rappelant sans doute qu'on leur avait toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Mais il y avait dans le regard de Michael un mélange de douleur et d'espoir qui semblait les atteindre,
d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer. Sarah, finit par répondre Emma. Sarah Matthews. Le monde sembla tourner autour de Michael. Sarah avait gardé son nom de jeune fille. Sarah était malade. Sarah avait des filles, des jumelles. Des jumelles conçues à peu près à l'époque où il était parti développer sa société sur la côte ouest. Des jumelles qui avaient ses yeux, le sourire de Sarah et un âge qui faisait s'emballer son cœur à l'idée de ce qu'il n'osait même pas imaginer. Une bourrasque particulièrement forte fit trembler violemment les fillettes, ramenant Michael à la réalité immédiate. Les questions et révélations attendraient. Pour l'instant, 2 enfants grelottaient devant lui, désespérés au point de voler la bague de fiançailles de leur propre mère. « Il fait bien trop froid ici », dit-il, retrouvant enfin la capacité de bouger. Il retira son manteau et le posa sur les épaules des 2 enfants, qui s'y blottirent aussitôt. « Il y a un petit bistrot pas loin. Ça vous dirait de prendre un chocolat chaud pendant qu'on discute de la façon d'aider votre maman ?» Les fillettes échangèrent un nouveau regard, cette même communication silencieuse qui semblait naturelle chez les jumelles. Emma serrait toujours la bague dans sa main. « Maman nous a dit de ne pas suivre des inconnus », déclara Émilie, bien que la simple idée d'un chocolat chaud semblait la tenter. Michael esquissa un sourire triste. Sarah avait toujours été prudente. Bien sûr qu'elle aurait appris cela à ses filles. « Vous avez raison. Voilà ce que je vous propose. Le bistrot est juste là, on peut le voir d'ici. » Sarah pointa du doigt la devanture éclairée au coin de la rue. « Il y a de grandes baies vitrées. Tout le monde peut nous voir à l'intérieur. Et je vous promets qu'on fera que discuter pour trouver un moyen d'aider votre maman, rien de plus. » Les jumelles se consultèrent encore du regard. Finalement, Emma tendit à nouveau la bague. « Vous allez l'acheter » Michael considéra ce bijou qui, autrefois, incarnait tous ses espoirs et ses rêves. « Oui, » répondit-il doucement, « je vais l'acheter, et je ferai en sorte que votre maman ait tous les médicaments dont elle a besoin. » Les fillettes sourirent, un sourire identique et rayonnant qui serra le cœur de Michael par sa familiarité. Tandis qu'il les guidait doucement vers le bistrot, gardant une distance respectueuse mais assez proche pour les protéger du vent, son esprit tournait à 1000 à l'heure, songeant aux implications de cette nuit. Il y a 6 ans, il avait choisi l'ambition plutôt que l'amour, convaincu de faire le bon choix, le choix mature. Maintenant, le destin semblait conspirer pour ramener non seulement le symbole de cet amour, mais aussi les conséquences possibles, sous la forme de 2 fillettes portant un mélange de ses traits et de ceux de Sarah. La neige continuait de tomber, mais Michael ne sentait plus le froid. Son monde, si soigneusement construit ces 6 dernières années, venait d'être bouleversé par une rencontre fortuite par une nuit d'hiver. Et tandis qu'il regardait les jumelles se rapprocher du bistrot illuminé, il sut que plus rien ne serait jamais pareil. Le bistrot chez Tony était de ces établissements figés dans le temps, avec ses banquettes en simili-cuir rouge et ses panneaux chromés brillants. L'odeur du café fraîchement passé et des gaufres se mêlait à la chaleur réconfortante qui enveloppa Michael et les jumelles dès qu'ils franchirent la porte, laissant derrière eux la nuit glaciale de Paris. « Choisissez l'endroit qui vous plaît, » dit doucement Michael, observant comment les jumelles, toujours emmitouflées dans son manteau de luxe, regardèrent l'endroit avec émerveillement. Emma et Émilie choisirent une table près de la baie vitrée, d'où elles pouvaient voir les flocons de neige danser sous les réverbères. La serveuse, une dame aux cheveux gris et au sourire bienveillant, s'approcha avec des menus. « 3 chocolats chauds, s'il vous plaît, » commanda Michael, avant même de s'asseoir. « Et vous pouvez nous apporter quelques gaufres avec fraises et chantilly ?» Il jeta un regard aux jumelles, qui acquiescèrent avec enthousiasme. En attendant, Michael ne pouvait détacher les yeux des fillettes. Emma avait le même air déterminé que Sarah, la façon de lever légèrement le menton quand elle parlait. Émilie, bien que plus réservée, partageait avec sa sœur ce regard profond qui semblait percer les gens, exactement comme Sarah. Le souvenir le frappa comme une vague. « Il y a 6 ans et demi, bibliothèque de l'université de la Sorbonne, tu occupes ma table préférée. » Michael leva les yeux de ses livres de programmation pour croiser le regard le plus intense qu'il ait jamais vu. La jeune femme devant lui tenait une pile de livres de littérature contre sa poitrine, ses cheveux châtains rassemblés en un chignon désordonné, quelques mèches tombant pour encadrer son visage. « Désolé, je n'ai pas vu ton nom écrit dessus, » répondit-il, un sourire en coin. « Très drôle. »
Elle leva les yeux au ciel, mais un léger sourire menaçait d'apparaître. « Je m'assois ici depuis 2 ans. C'est l'unique endroit avec la lumière parfaite pour lire Austen. Eh bien, je programme depuis... » Il consulta sa vieille montre. 14 heures d'affilée, donc je crois avoir gagné le droit de garder cette table aujourd'hui. Elle haussa un sourcil, laissant enfin son sourire se montrer. 14 heures? Voilà qui explique ton allure de zombie. Eh? Certains d'entre nous doivent travailler dur pour maintenir leur bourse d'études. Il dut y avoir dans son ton quelque chose de plus amer qu'il ne l'aurait voulu, car elle adoucit son sourire. Sans demander la permission, elle tira la chaise en face de lui et s'assit. « Sarah Matthews », se présenta-t-elle sans tendant la main. « Michael Anderson », répondit-il, remarquant à quel point sa main rugueuse, due à des petits boulots manuels, contrastait avec la délicatesse de la sienne. « Alors, Michael Anderson, que dirais-tu qu'on partage la table? Tu peux continuer à programmer en zombie, et moi je lis mon Austen. Tout le monde y gagne. » C'est ainsi que tout commença, de nos jours. « Vous allez bien ?» La voix d'Émilie le ramena à la réalité. La serveuse venait d'apporter les chocolats chauds et les gaufres, et les jumelles l'observaient, curieuses. « Oui, ça va, » sourit-il, poussant les assiettes vers elle. « Servez-vous. » Tandis que les jumelles se jetaient sur les gaufres, avec l'appétit propre à leur âge, Michael repartit dans ses souvenirs. « Il y a 6 ans. »« Tes parents vont me détester, » murmura Michael, ajustant pour la 10e fois la cravate bon marché qu'il avait achetée pour le dîner. Sarah rit, remettant en place la cravate qu'il venait juste de dérégler. « Ils ont juste besoin de mieux te connaître, de voir l'homme brillant et déterminé que je vois. » Mais Michael avait raison. Le dîner fut un désastre. Le père de Sarah, un chirurgien renommé, peina à cacher son mépris pour le boursier qui travaille comme serveur. Sa mère, issue d'une famille aisée, passa la soirée à faire des remarques voilées sur l'importance des bonnes relations et le maintien du standing familial. Sarah pleura tout le chemin du retour vers son studio. « Ils n'ont pas le droit », sanglotait-elle sur son épaule. « Ils n'ont pas le droit de juger ce qu'on a. » C'est ce soir-là que Michael se promit de changer de vie. Pas pour ses parents à elle, mais pour Sarah, pour lui offrir tout ce qu'elle méritait. Les mois suivants furent une véritable montagne russe. Michael jonglait entre ses études, 3 emplois à temps partiel et le développement de sa première application. Sarah était son rocher, son ancre. Les nuits où elle le trouvait endormi sur son ordinateur à la bibliothèque, elle le réveillait doucement avec un café et un baiser. Quand il doutait de lui, elle ravivait sa confiance. La demande en mariage n'eut rien de ce qu'il avait planifié. Elle se produisit un après-midi banal, quand Sarah était apparue dans sa chambre d'étudiant minuscule avec une soupe maison, ayant appris qu'il était enrhumé. « Épouse-moi », dit-il, la voix enrouée par la grippe, toujours vêtue de son vieux pyjama. Sarah se figea, la cuillère de soupe encore à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ?»« Ah, je sais que je n'ai pas grand-chose à offrir pour l'instant, » reprit-il, sortant une petite boîte usée du tiroir à côté du lit. « Mais j'ai de l'amour, de la détermination et une promesse. Je te promets que je vais nous construire un avenir radieux. » La bague était simple, un petit saphir entouré de minuscules diamants. Il lui avait fallu des mois pour économiser chaque pourboire, chaque heure supplémentaire. « Elle est parfaite », chuchota Sarah, des larmes coulant sur ses joues tandis qu'il glissait la bague à son doigt. « Absolument parfaite. De nos jours. Monsieur Michael ?» La voix d'Emma le tira de sa rêverie. Les gaufres avaient disparu et les filles sirotaient leur chocolat chaud, les joues rosies par la chaleur. « Oui, ma chérie, vous allez vraiment aider notre maman ?» Michael sentit son cœur se serrer. « Oui, vous pouvez me faire confiance. »« Alors vous devez venir la voir » s'exclama Émilie, tout excitée. « Elle va être tellement contente. » Et Michael hésita. « Pas aujourd'hui, mes petites, mais indiquez-moi où elle habite pour que je puisse l'aider. » Les filles échangèrent à nouveau un regard incertain avant qu'Emma ne saisisse une serviette et ne demande un stylo à la serveuse. D'une écriture maladroite de petite fille, elle nota une adresse située dans une banlieue modeste au nord de Paris. Le reste de la soirée passa comme dans un brouillard. Michael insista pour payer un taxi afin de ramener les fillettes en toute sécurité, leur donna suffisamment d'argent pour les médicaments de Sarah, bien plus que la valeur de la bague, et resta là,
à observer jusqu'à ce que le taxi disparaisse dans la nuit enneigée. Ce n'est qu'alors qu'il laissa ses émotions le submerger totalement. Il y a 6 ans, c'est l'opportunité d'une vie, Sarah. Michael faisait les 100 pas dans son minuscule studio, agitant l'email dans sa main. Les investisseurs adorent l'application. Ils veulent que j'aille à la French Tech immédiatement pour commencer à développer l'entreprise. Sarah était assise sur la seule chaise de la pièce, la bague de fiançailles brillant sur sa main. Pour combien de temps? 6 mois, peut-être 1 an, au maximum. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Après ça, on pourra enfin démarrer notre vie à 2, sans souci d'argent, sans avoir à nous cacher de tes parents. Qu'un an, c'est long, Mike. Ça passera vite, tu verras. Et le week-end, je reviendrai te voir, je te le promets. Mais tous deux savaient que c'était une promesse difficile à tenir. La start-up exigerait une attention totale. Sarah tenta de sourire, mais ses yeux brillaient de larmes. « Tu dois y aller ?» dit-elle finalement. « C'est ton rêve. » Le revoir à la gare fut doux amer. Sarah l'embrassa comme si elle voulait graver chaque détail, le saphir scintillant sous les lumières blafardes. « Je t'aime, » murmura-t-elle. « Va et conquiers le monde. » Ce fut la dernière fois qu'il la vit. De nos jours, dans son loft parisien, Michael attrapa son téléphone et composa un numéro qu'il utilisait rarement. « James, c'est Michael Anderson. J'ai besoin de tes services. Oui, c'est urgent. Je veux que tu découvres tout sur Sarah Matthews, dernière adresse connue en banlieue. » Il transmit l'adresse qu'Emma avait notée. « Je veux tout savoir. Sa situation financière, son état de santé, ses antécédents des 6 dernières années. » Et James? Discrétion absolue. Après avoir raccroché, Michael se dirigea vers la baie vitrée de son appartement. En contrebas, Paris poursuivait sa danse éternelle de lumières et d'ombres, la neige tombant désormais plus doucement. Dans ses mains, la bague de saphir captait la lueur de la ville, chaque facette racontant une histoire différente. Un amour de jeunesse et des rêves ambitieux. Des choix difficiles et des regrets profonds. Et maintenant, 2 fillettes aux yeux trop familiers pour être une coïncidence. Cette nuit-là, Michael Anderson, le milliardaire, le titan de la technologie, l'homme qui avait tout, ne trouva pas le sommeil. Son univers venait d'être retourné sens dessus dessous par un simple hasard lors d'une nuit enneigée. Et les conséquences l'effrayaient autant qu'elles l'excitaient. Quelque part en banlieue, 2 fillettes rentrèrent chez elles avec l'argent nécessaire pour les médicaments de leur mère, et Michael savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le passé qu'il avait tenté de laisser derrière lui était en passe de le rattraper, et cette fois, il ne fuirait pas. La neige continuait de recouvrir Paris, enveloppant la ville d'un manteau blanc plein de possibles et de secondes chances. La porte du petit appartement de banlieue s'ouvrit dans un grincement familier, et Emma et Emily entrèrent en courant, leurs visages illuminés d'une joie que Sarah n'avait pas vue depuis des semaines. « Maman, maman, on a réussi !» crièrent-elles en chœur, sautant d'enthousiasme. Sarah se leva du vieux canapé où elle corrigeait des copies, son visage pâle marqué par la fatigue chronique des derniers mois. « Réussi quoi, mes amours ?» Emma sortit une enveloppe de la poche de son manteau trop fin, la tendant fièrement. « De l'argent pour tes médicaments, maman. » Le cœur de Sarah manqua un battement. « Comment avez-vous eu ça ?» Les jumelles échangèrent un regard, cette communication silencieuse qui leur était propre. Émilie mordit sa lèvre, geste que Sarah reconnut comme un signe de nervosité. « On a vendu la jolie bague que tu gardais dans le tiroir », finit par avouer Emma. Le visage de Sarah se décomposa. Sa main se porta instinctivement à son cou, où elle portait autrefois la bague en pendentif lorsque les filles étaient au bébé. « La bague en saphir ? Vous l'avez vendue ? » « Pardon, maman, » murmura Émilie, les larmes aux yeux. « Mais tu pleurais hier soir à cause des médicaments, et on voulait t'aider. »« À qui ?» demanda Sarah, la voix tremblante. « À qui avez-vous vendu la bague ?» Les jumelles se regardèrent encore. « À un monsieur très gentil, » répondit Emma. « Il portait un beau manteau et il nous a offert un chocolat chaud. Vous êtes parti avec un inconnu ?» Le ton paniqué de Sarah était palpable. « Non, maman, il était très gentil, » protesta Émilie. « On est resté dans un bistrot avec de grandes vitres où tout le monde pouvait nous voir. Et il a donné plein d'argent, bien plus que ce qu'il fallait pour les médicaments. » Sarah s'affala sur le canapé, les jambes soudain trop faibles.
Cette bague était son dernier lien avec. Elle secoua la tête pour chasser les souvenirs. Comment s'appelait-il? Les jumelles froncèrent les sourcils, pensives. On ne se souvient plus, admit Emma. Mais il avait un regard gentil, maman, comme le nôtre. Sarah sentit son cœur se serrer à ces mots, mais avant qu'elle puisse en demander plus, un vertige familier l'envahit. Elle ferma les yeux, respira profondément, tentant de contrôler les battements irréguliers de son cœur. De l'autre côté de la ville, au même moment, Michael se trouvait dans son bureau à Anderson Tech lorsqu'entra James Cooper, portant un dossier épais. L'enquêteur privé, un homme d'âge mûr, au regard perçant, semblait plus grave que d'habitude. « J'ai les informations que vous m'avez demandées sur Sarah Matthews », annonça-t-il sans embâge, posant le dossier sur le bureau en verre et acajou. Michael prit une profonde inspiration, s'y préparant. « Parle-moi. La situation n'est pas bonne », commença James en ouvrant le dossier. Sarah Matthews, 34 ans, professeure des écoles. Elle travaille dans 2 établissements différents pour subvenir aux besoins de ses filles jumelles, Emma et Emily, 5 ans. Il fit une pause significative. Il n'y a aucune mention du père sur leur acte de naissance. Le cœur de Michael s'emballa, mais il resta impassible. Continue. Elle a été diagnostiquée d'une grave affection cardiaque il y a environ 4 ans. Une cardiomyopathie hypertrophique. C'est une maladie génétique qui épaissit le muscle cardiaque. Il existe un traitement, mais il est coûteux et sa mutuelle ne couvre pas tout. Michael ferma les yeux un instant, se sentant envahi par la culpabilité. L'appartement? Ebti a 2 chambres, dans un vieux bâtiment en banlieue. Elle a 3 mois de retard de loyer. Le propriétaire a été compréhensif à cause de son état de santé, mais... Et sa routine? James consulta ses notes. Elle se lève à 5h30 pour préparer les filles pour l'école, enseigne à l'école Sainte-Marie de 7h30 à 13h. De là, elle part directement à l'école publique, Enope 47, où elle donne cours jusqu'à 18h. Les mardis et jeudis, elle donne encore des cours particuliers le soir pour arrondir ses fins de mois. Et les filles, elles sont scolarisées à Sainte-Marie, où Sarah a pu obtenir une bourse pour elle. Ensuite, une voisine âgée s'en occupe jusqu'au retour de Sarah. James hésita. « Monsieur, il y a encore quelque chose. Les médecins s'inquiètent. Le stress de sa vie quotidienne aggrave son état cardiaque. Les derniers examens, c'est bon, » l'interrompit Michael d'une voix rauque. Il se leva et alla vers la baie vitrée, observant la ville en contrebas. Combien doit-elle au total? Hôpitaux, loyers, tout? James cita une somme qui, pour Michael, équivalait à quelques minutes de bénéfices de sa société. Pour Sarah, c'était une montagne de dettes impossibles à gravir. Après le départ de James, Michael resta immobile de longues minutes, digérant chaque information. Sarah était malade. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement. Elle élevait 2 fillettes seules. 2 fillettes qui portaient probablement son sang, nées moins de 9 mois après son départ. Le choc de la réalité le frappa comme un coup de poing. Il ne s'agissait plus simplement de soupçons. Les dates, les similitudes, tout concordait. Emma et Emily étaient ses filles qu'il ne connaissait pas, qui avaient grandi sans père tandis qu'il accumulait des milliards. Ces filles qui, la nuit précédente, grelottaient dans les rues de Paris en tentant de vendre une bague de fiançailles pour acheter des médicaments à leur mère. La honte et la culpabilité le submergèrent. Comment pourrait-il réapparaître dans leur vie maintenant? Quel droit avait-il, après 6 ans? Sarah avait choisi de ne pas lui parler de sa grossesse. Peut-être le haïssait-elle. Peut-être ne le pardonnerait-elle jamais d'être partie. Michael s'assit lourdement dans son fauteuil, la bague de saphir lui pesant dans la poche comme une encre, chargée de souvenirs et de remords. Il devait aider, c'était indiscutable. Mais comment faire sans causer davantage de souffrance? Sans imposer sa présence dans la vie que Sarah avait construite à force de sacrifices? La réponse lui vint comme un murmure de sa conscience, anonymement. Il pouvait utiliser son influence et ses ressources pour les aider à distance, veiller à ce qu'elle ne manque plus de rien et que Sarah bénéficie des meilleurs soins médicaux. C'était le minimum qu'il pouvait faire. Une tentative de compenser ses années d'absence involontaire et d'atténuer la douleur qu'avait causé son départ. Saisissant son téléphone, il se mit à passer des appels, d'abord à son avocat, puis à son comptable. Un plan prenait forme dans son esprit, une façon d'aider Sarah et les fillettes
sans révéler son identité. Tandis que la nuit tombait sur Paris, Michael Anderson, l'homme qui avait bâti un empire technologique, affrontait la plus grande crise de sa vie. Quelque part en banlieue, 2 fillettes portant son sang dormaient paisiblement, sans savoir que leur père venait de découvrir leur existence. Et Sarah, la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, luttait contre une maladie qui aurait pu être traitée s'il avait été présent. Le poids de ces révélations l'écrasait autant qu'il le poussait à agir. Demain commencerait la mise en œuvre de son plan d'aide anonyme. Pour l'instant, il se laissa simplement ressentir la douleur, le regret et un amour ravivé qui menaçait de le briser. La Fondation Nouveau Matin a le plaisir de vous informer que votre demande d'aide médicale a été acceptée. Sarah relut la lettre pour la 3e fois, ses mains tremblant légèrement. Le papier à en-tête était élégant, professionnel, mais quelque chose clochait. Elle n'avait jamais fait de demande auprès de cette fondation. En réalité, elle n'en avait jamais entendu parler. Toutes vos dépenses médicales antérieures ont été réglées, et un fonds a été établi pour couvrir vos traitements futurs. De l'autre côté de la ville, dans son bureau d'Anderson Tech, Michael relisait l'email de confirmation envoyé par son avocat. La fondation avait été créée en un temps record, avec tous les documents nécessaires pour sembler exister depuis des années. L'argent était déjà transféré, les comptes soldés, les arrangements conclus. « Tout est en place, monsieur Anderson », l'informa son assistante, Margaret. La directrice de l'école Sainte-Marie confirme la réception des dons divers. Ils seront distribués cette semaine en priorité aux familles les plus démunies. Michael acquiesça, son esprit revenant à l'image des jumelles grelottant dans la rue cette nuit-là. Plus jamais, ces filles ne souffriraient plus jamais du froid. À Sainte-Marie, Emma et Émilie n'en croyaient pas leurs yeux quand elles furent appelées dans le bureau de la directrice. « Tout cela est pour vous », sourit sœur Catherine, leur remettant 2 cartons. À l'intérieur, des manteaux de laine neufs, des bottes d'hiver, des bonnets, des gants et des écharpes, de la meilleure qualité. « Mais comment ?» commença Emma, caressant le tissu doux de son nouveau manteau bleu. « Un don anonyme », expliqua la religieuse. « Certaines familles ont été choisies pour recevoir ces cadeaux. » Émilie serra son manteau rose contre elle. « C'est comme par magie, comme l'ange de la bague ?» Sœur Catherine fronça les sourcils. « Quel ange, ma chérie ?»« Le monsieur gentil qui a acheté notre bague et nous a donné de l'argent pour les médicaments de maman, » expliqua Emma, enthousiaste. Il avait un regard doux et Michael, qui observait la scène via les caméras de sécurité sur sa tablette, installée grâce à un DAN pour améliorer la sécurité de l'école, sentit son cœur se serrer. Les jumelles le voyaient comme un ange, si seulement elles savaient. Un flash de mémoire le submergea. Il y a 5 ans, dans la Silicon Valley. Félicitations, M. Anderson Tech est officiellement valorisé à plus d'1 milliard. Le champagne coulait à flots autour de lui. Les cadres et les investisseurs célébraient, mais Michael ressentait un vide immense. Son application de réalité augmentée avait révolutionné le marché. Les actions de la société avaient explosé, et il était maintenant officiellement l'un des hommes les plus riches du monde. Ce soir-là, seul dans son loft récemment acquis, il tenait son premier smartphone, un cadeau qu'il avait prévu pour Sarah quand il reviendrait triomphant à Paris. Mais Sarah avait disparu. Ses emails restaient sans réponse. Son ancien numéro n'existait plus, et ses parents refusaient de donner la moindre information. S'il avait su qu'elle était enceinte, de nos jours. La sonnerie de son téléphone le ramena à la réalité. C'était la secrétaire de l'école publique No 47, où Sarah enseignait l'après-midi. M. Anderson. Les fournitures scolaires sont arrivées. Elles sont vraiment impressionnantes. Veillez à ce que chaque élève reçoive son kit, ordonna-t-il, surtout ceux des classes de Mademoiselle Matthews. Dans les semaines qui suivirent, le plan se déroula comme une chorégraphie parfaitement orchestrée. Sarah recevait régulièrement des courriers de la Fondation Nouveau Matin concernant son traitement. Ses médecins, désormais les meilleurs cardiologues de Paris, même si elle ignorait qu'ils avaient été engagés tout spécialement, faisaient état d'une nette amélioration de son état depuis qu'elle prenait les nouveaux médicaments fournis par la Fondation. Les jumelles rentraient chaque jour à la maison, émerveillées par les coïncidences survenant à l'école. Un jour, elle recevait un nouvel ensemble de crayons de couleur professionnelle,
offert par l'école. Le lendemain, une sortie pédagogique entièrement financée. La semaine suivante, un programme d'amélioration de la cantine scolaire. Sarah observait tout cela avec un mélange de gratitude et de méfiance grandissante. Son instinct lui disait qu'il y avait autre chose derrière, que tant de bienfaits simultanés ne pouvaient être dus au seul hasard. Mais quand elle voyait ses filles heureuses, bien nourries et bien équipées pour affronter l'hiver, elle préférait taire ses doutes. Un après-midi, alors qu'elle corrigeait des copies à son bureau de l'école Sainte-Marie, une collègue enthousiaste s'approcha. « Sarah, tu ne vas pas y croire. Tu te souviens du problème de fuite dans le plafond de ta classe? L'école vient de recevoir un don spécifique pour des travaux de rénovation. Ta salle sera la première à être refaite. » Sarah posa son stylo rouge, une ride d'inquiétude plissant son front. « Nancy, tu ne trouves pas ça étrange? Tous ces dons, cette fondation mystérieuse qui paie mon traitement. » Nancy haussa les épaules. « Il y a des gens bons dans ce monde, Sarah. Peut-être qu'il est temps de croire que tu mérites aussi de belles choses. » Dans son bureau, Michael regardait la scène via les caméras, désormais équipées d'audio, suite à un autre don pour améliorer la surveillance. Son cœur se serrait à chaque fois qu'il voyait Sarah, à chaque fois qu'il remarquait à quel point elle avait meilleur teint depuis qu'elle bénéficiait du traitement adéquat. Un autre flashback le submergea. Il y a 4 ans, Paris M. Anderson, vous venez d'être élu parmi les 30 sous 30 les plus influents selon Forbes. L'article le qualifiait de génie de la technologie, de visionnaire, de révolutionnaire. Il parlait de ses voitures, de ses propriétés, de ses réussites. Mais assis dans son loft avec vue sur la Seine, Michael ne pensait qu'à Sarah. Où était-elle? Voyait-elle ses interviews à la télévision? Était-elle fière de lui ou le détestait-elle pour être partie? S'il avait su pour les jumelles. De nos jours, l'interphone de son bureau bourdonna. « M. Anderson? Votre avocat est en ligne sur la 3e ligne. » Michael décrocha, tout en continuant à observer Sarah à travers les caméras. « Les virements mensuels sur le compte de la fondation sont automatisés, » l'informa l'avocat. « Et nous avons pu obtenir la place dans la clinique privée que vous souhaitiez, au cas où son état s'aggraverait. » « Parfait. » Michael hésita. « Et pour l'immeuble ?» Car le propriétaire a reçu une offre généreuse pour la totalité du bâtiment. Dès que la vente sera conclue, la nouvelle administration ne comptera pas augmenter son loyer durant les prochaines années. Michael raccrocha, satisfait. Chaque détail avait été prévu, chaque besoin anticipé. C'était le minimum qu'il pouvait faire, même à distance. Sur sa tablette, il regardait Emma et Emily courir dans la cour de l'école, leurs nouveaux manteaux colorés virevoltants. Elle riait, insouciante, comme devraient l'être toutes les petites filles de 5 ans. Sarah traversait la cour, désormais plus vive, dénuée de l'air maladif qu'elle avait avant. Elle s'arrêta pour observer ses filles jouer, un sourire tendre aux lèvres. Michael effleura l'écran du bout des doigts, comme s'il pouvait la toucher à travers la vitre. Combien de temps arriverait-il encore à se tenir à distance? Combien de temps avant que le désir d'étreindre ses filles, d'expliquer toute la vérité à Sarah, ne devienne insupportable? Pour l'instant, il devrait s'en contenter, être un ange gardien invisible, s'assurant que sa famille, car c'est ce qu'elles étaient, même si elle l'ignorait, ne manque plus de rien. Le soir, dans son loft solitaire, Michael tenait la bague de saphir face à la lumière. La même bague que 2 petites filles courageuses avaient essayé de vendre pour sauver leur mère. La même bague qui, des années plus tôt, symbolisait un avenir qu'il avait rejeté au nom de l'ambition. Maintenant, cette bague représentait une seconde chance. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, quand le moment serait venu, il trouverait le courage de révéler la vérité. D'ici là, il continuerait sa vigie silencieuse, protégeant de loin les 3 personnes les plus importantes de sa vie. De l'autre côté de la ville, dans le petit appartement en banlieue, Sarah s'endormait avec ses filles, chacune blottie d'un côté. Les fillettes portaient de nouveaux pyjamas chauds, cadeaux de l'école. Sur la table, la dernière lettre de la Fondation Nouveau Matin attendait d'être ouverte. Dans ses rêves, Sarah revivait cette nuit d'il y a 6 ans, quand elle avait décidé de ne pas parler à Michael de sa grossesse. Si elle avait su alors ce qu'elle savait maintenant. Mais le passé était le passé. Le présent, malgré tous ses mystères bienfaiteurs, était ce qui comptait. Et quelque part, invisible mais toujours présent, un ange gardien veillait sur elle.
Le SUV noir s'arrêta discrètement à une rue de l'école Sainte-Marie. Michael ajusta ses lunettes de soleil, observant à travers les vitres teintées, tandis que Sarah descendait du bus, flanquée de ses deux petites papillons colorés. Emma en bleu, Émilie en rose. « Bonne journée, mes amours », l'entendit-il dire par le système audio qu'il avait fait installer discrètement. Sarah s'agenouilla pour ajuster les bonnets des jumelles, son visage exprimant cet amour inconditionnel qu'il connaissait si bien. « Soyez sages, d'accord ?»« Oui, maman », répondirent-elles en chœur, avant de courir à l'intérieur. Sarah resta là, les regardant jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa retomber ses épaules, la force masquant un épuisement évident. Elle vérifia l'heure, 20 minutes pour traverser la ville et arriver à sa deuxième école. Michael la vit boiter légèrement jusqu'à l'arrêt de bus. Le rapport médical mentionnait que sa maladie cardiaque pouvait provoquer des gonflements aux jambes. Elle aurait dû se reposer, pas courir d'un emploi à l'autre. À l'intérieur de l'école, grâce aux caméras désormais omniprésentes, Michael suivit ses filles. Emma était au premier rang de la salle de classe, la main toujours levée pour répondre, comme lui à son âge. Émilie, plus réservée, gribouillait dans un carnet, ses esquisses révélant un talent artistique étonnant. « Exactement comme sa mère », murmura-t-il, se rappelant les dessins que Sarah faisait sur les marges de ses livres de littérature. « Il y a 6 ans. Tu dois arrêter de dessiner dans mes livres de programmation », se plaignit-il, bien qu'il souriait. Sarah haussa les épaules, continuant de transformer les diagrammes de flux en de véritables œuvres d'art. « J'embellis tes révisions. Regarde, cette boucle while est devenue un carrousel. » De nos jours, des rires le ramenèrent à la réalité. Dans la cour de récréation, Emma dirigeait un groupe d'enfants dans un jeu complexe impliquant des princesses et des dragons. Émilie, un peu à l'écart, consolait une camarade qui venait de tomber. « De vraies petites meneuses », commenta Margaret en entrant avec plus de rapport sur les filles. « Emma a votre aisance naturelle pour guider les autres, monsieur. Quant à Émilie, elle a le cœur de sa mère », compléta doucement Michael. À l'école publique No 47, Sarah luttait pour garder les yeux ouverts pendant son dernier cours de la journée. Michael voyait à travers les caméras qu'elle portait souvent la main à sa poitrine, respirant profondément. Les nouveaux médicaments l'aidaient, mais le stress et la fatigue la rongeaient encore. « Mademoiselle Matthews ?» demanda une collègue après la sortie des élèves. « La directrice veut vous parler. » Michael augmenta le volume audio, le cœur battant. Sarah avait-elle découvert quelque chose? « Sarah ?» commença la directrice dès qu'elle entra. « As-tu enquêté sur cette fondation Nouveau Matin ?»« J'ai essayé, » répondit Sarah, s'asseyant lourdement. « Mais c'est comme courir après un fantôme. Le site est nickel, la documentation irréprochable, mais quelque chose me dit que ça a surgi de nulle part, spécialement pour... » « Pour t'aider ?» Sarah acquiesça, mordillant sa lèvre inférieure, un geste que Michael connaissait trop bien et qu'Émilie imitait désormais à la perfection. « Et il n'y a pas que la fondation, » poursuivit-elle. « Ce sont tous ces dons dans les écoles, toujours en lien avec mes classes, mes filles. Les rénovations, le matériel, même ce nouveau programme à la cantine. » Michael prit mentalement note de rendre les dons moins ciblés, plus dispersés. Sarah avait toujours été trop perspicace. Le soir, après avoir vérifié via les caméras que Sarah et les filles étaient rentrées saines et sauves, Michael s'autorisa un moment de faiblesse. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. À l'intérieur, des photos des jumelles qu'il avait fait imprimer à partir des enregistrements vidéo. Emma présentant un exposé en classe, les yeux brillants de la même intensité que ceux de Michael dans ses vieilles photos. Émilie consolant des amis, arborant ce sourire plein de douceur identique à celui de Sarah, ses filles. Ces précieuses petites filles qu'il observait à travers des écrans, alors qu'il aurait dû être là pour les prendre dans ses bras, les aider à faire leurs devoirs, leur lire des histoires avant de dormir. L'interphone bourdonna. « M. Anderson, le conseil d'administration vous attend pour la visioconférence. » Michael rangea les photos, ajusta sa cravate et ouvrit son ordinateur portable. En quelques minutes, il discutait fusion-acquisition de plusieurs milliards avec des dirigeants du monde entier. Mais son esprit restait fixé sur ce petit appartement de banlieue où 2 fillettes faisaient probablement leurs devoirs, tandis que leur mère corrigeait des piles de copies. Plus tard dans la soirée,
Son chauffeur le déposa près de l'immeuble de Sarah. Depuis la voiture, il observait les lumières allumées au 3e étage. Des ombres bougeaient derrière les rideaux, probablement les filles se préparant à dormir. Un souvenir le saisit. Il y a 6 ans. Quand on aura des enfants, disait Sarah, blottie dans ses bras après une soirée d'études, je veux qu'ils aient tes yeux. Et ton sourire, répondait-il, l'embrassant sur le front. Et ton cerveau brillant. Et ton cœur si généreux, de nos jours. Les lumières de l'appartement s'éteignirent une à une. Michael resta là, assis dans l'obscurité, luttant contre l'envie irrésistible de monter ses marches, de frapper à cette porte. Et enfin d'étreindre ses filles. Mais de quel droit? Sarah avait choisi de ne pas lui révéler sa grossesse. Elle avait construit une vie sans lui, protégeant et élevant leur fille seule. Arrivé maintenant, c'était peut-être raviver de vieilles blessures. Pourtant, chaque jour, l'effort de demeurer à distance devenait plus insoutenable. Chaque sourire des jumelles sur les vidéos, chaque signe de fatigue chez Sarah, chaque petite découverte sur leur personnalité et leur talent, tout le ramenait inéluctablement vers elle. « On rentre, monsieur », demanda finalement son chauffeur après près d'1 heure. Michael hocha la tête, à contre-cœur. Demain serait un autre jour à observer silencieusement, à protéger de loin, à aimer en secret. Un jour de plus à prétendre que son cœur n'était pas resté dans ce bâtiment, avec les 3 personnes qui comptaient plus que tout. Dans sa poche, la bague de saphir semblait brûler, rappelant à chaque instant des choix passés et des possibles à venir. Pour l'instant, il continuerait simplement à veiller. Mais combien de temps pourrait-il se contenter d'être spectateur de sa propre vie? Tout commença par une simple toux. Émilie fut la première, pendant la récréation, un jour particulièrement froid. Le lendemain, Emma présenta à son tour les mêmes symptômes. En 48 heures, les jumelles brûlèrent de fièvre. 39 degrés, murmura Sarah, regardant le thermomètre avec inquiétude. Le front d'Emma était bien trop chaud sous sa main. Sur le lit voisin, Émilie toussait sans relâche, le visage rougi par l'effort. « Maman !» appela Emma d'une voix faible. « Tu ne peux pas manquer le travail à cause de nous. » Sarah ravala un sanglot. Ses filles de 5 ans se souciaient déjà de choses dont elles n'auraient pas dû se préoccuper. « Ne vous inquiétez pas pour ça, mes amours. Fermez les yeux et essayez de vous reposer. » De l'autre côté de la ville, Michael observait la scène via les caméras qu'il avait fait installer. Un système de sécurité offert à l'immeuble. Son cœur se serrait à chaque quinte de toux, à chaque fois que Sarah vérifiait la température des filles avec des mains tremblantes. « Margaret » appela-t-il via l'interphone, « contactez le docteur Jensen. Dites-lui que j'ai besoin qu'il fasse une visite à domicile en urgence. Adresse en banlieue, au nord de Paris. » Mais monsieur, le docteur Jensen est le pédiatre des célébrités. Il ne se déplace jamais. Proposez-lui ce qu'il faudra. 2 heures plus tard, on frappa à la porte de l'appartement de Sarah. Elle ouvrit, interloquée, pour découvrir un des pédiatres les plus réputés de Paris sur le seuil. « Mademoiselle Matthews, j'ai reçu un appel de l'hôpital au sujet de vos filles, dans le cadre de notre nouveau programme de soins à domicile. » Sarah fronça les sourcils. Elle n'avait contacté aucun hôpital. Mais avant qu'elle puisse questionner le médecin, Émilie fut prise d'une terrible quinte de toux. Sarah laissa tomber ses interrogations. Le médecin examina soigneusement les jumelles. « C'est la grippe A », diagnostiqua-t-il, sortant déjà des échantillons de médicaments de son sac. Et vu la toux, ça pourrait évoluer en bronchite. « Docteur », hésita Sarah, « je n'ai pas les moyens de... » « Tout est couvert par le programme, mademoiselle Matthews, y compris les visites de suivi que je ferai ces prochains jours. » Dans son bureau, Michael surveillait chaque détail, prenant note du traitement. Mais sa principale inquiétude restait Sarah. Même au travers des caméras, il voyait qu'elle était pâle, que sa respiration semblait plus laborieuse. Le lendemain matin, Sarah tenta de se préparer pour aller travailler, mais ses jambes la soutenaient à peine. « Maman, ne pars pas !» implora Emma, la voix enrouée. « Tu n'es pas bien. Ça va aller, ma chérie. Je suis juste un peu fatiguée. »« Face, mais tu respires bizarrement, » remarqua Émilie entre 2 quintes de toux. Sarah ignora la douleur à la poitrine qui s'intensifiait depuis des heures. Elle n'avait pas les moyens de tomber malade. Pas maintenant. Elle avait déjà raté 2 jours pour s'occuper des filles. Et même si les médicaments étaient gratuits, grâce à ce mystérieux programme,
les factures continuaient de s'accumuler. Michael, observant la scène, se sentait déchiré. Sarah était manifestement au bord de l'effondrement, mais trop fière pour l'admettre. Les jumelles, même malades, voyaient la gravité de la situation. « M. T. Anderson », intervint Margaret en entrant avec un air préoccupé. « On vient de recevoir les derniers examens de Mademoiselle Matthews. Sa condition cardiaque. Combien de temps avant qu'elle ne fasse une crise? Si elle continue à ce rythme, quelques jours, peut-être quelques heures. » Michael ferma les yeux, sentant le poids de chaque seconde passée à observer sans agir. Sur l'écran, il vit Sarah vaciller dans la cuisine, essayant de préparer un thé pour ses filles tout en pressant sa main contre sa poitrine. « Emma !» entendit-il Émilie chuchoter lorsque Sarah alla à la salle de bain. « C'est de notre faute. Maman est malade parce qu'elle s'occupe de nous. »« C'est faux, » répondit Emma, même si sa voix trahissait la même culpabilité. « C'est parce qu'on est pauvre. Si on était riche comme ce monsieur de la bague. » Le cœur de Michael se brisa. Ses filles, malgré la fièvre, se croyaient coupables de la précarité de la famille. Sarah, malade, se tuait au travail. Et lui, avec tous ses milliards, les regardait à travers des écrans. L'après-midi, les choses empirèrent. La fièvre des jumelles remonta et Sarah peinait à tenir debout. Alors qu'elle allait chercher de l'eau, elle chancela, le verre se brisant au sol. « Maman !» crièrent les jumelles en chœur, essayant de se lever de leur lit. « Restez couchés !» ordonna-t-elle faiblement, s'appuyant contre le mur. Sa vision s'obscurcissait et la douleur dans sa poitrine devenait insoutenable. Dans son bureau, Michael était déjà debout, attrapant son manteau. « Margaret, annulez tous mes rendez-vous et appelez une ambulance pour l'adresse en banlieue. Tout de suite. »« Monsieur, qu'allez-vous faire ?» Michael s'arrêta sur le seuil, la bague de saphir semblant peser une tonne dans sa poche. « Je ne peux plus rester passif. Elles sont ma famille et elles ont besoin de moi. » Dans l'appartement, Sarah s'était laissée glisser contre le mur, sa respiration de plus en plus difficile. Les jumelles, malgré leur état, tentèrent de sortir du lit pour l'atteindre. « Maman !» sanglotait Emma. « Émilie, il faut qu'on appelle quelqu'un. »« Comment ?» pleurait Émilie. « On n'a pas de téléphone et la voisine est partie. » Sarah voulut rassurer ses filles, mais aucun son ne sortit. Le monde commençait à s'obscurcir. Sa dernière pensée lucide fut une prière pour que quelqu'un, quelque part, prenne soin de ses petites. Quelque part en ville, une ambulance alluma ses sirènes, luttant contre le temps, et un SUV noir traversait la circulation de Paris vers la banlieue, son chauffeur serrant le volant à s'en faire blanchir les jointures. L'heure de l'observation silencieuse était révolue. Il était temps pour Michael Anderson d'affronter enfin son passé, ses choix et, surtout, sa famille. L'immeuble de banlieue n'avait jamais semblé aussi oppressant. Michael gravit les marches 4 à 4, le cœur cognant dans sa poitrine, chaque marche requérant un courage renouvelé. Les cris affolés des jumelles résonnaient dans le couloir, le guidant jusqu'à l'appartement 302. Il n'eut pas besoin de frapper. La porte était entr'ouverte, et le spectacle qui s'offrit à lui le figea de terreur. Sarah gisait près de la cuisine, les jumelles malades essayant de l'atteindre depuis leur lit. « Maman !» criait Emma, la voix enrouée par la grippe. « Réveille-toi, s'il te plaît !» sanglotait Émilie. Michael agit par instinct. En quelques pas, il fut auprès de Sarah, cherchant son pouls. Sa peau était froide et moite, sa respiration superficielle. « Emma, Émilie, restez dans votre lit », ordonna-t-il d'une voix à la fois ferme et rassurante. « J'ai déjà appelé une ambulance. Tout va bien se passer. » Sarah gémit doucement, ouvrant les yeux. Un instant, elle sembla désorientée. Puis son regard se posa sur le visage au-dessus d'elle et le temps sembla se figer. « Michael ?» Le mot fut à peine un souffle, chargé de 6 années d'émotions refoulées. Les yeux de Sarah, embués par la douleur, se remplirent de larmes. « Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. »« Maman !» s'écrièrent les jumelles à l'unisson. « C'est le monsieur de la bague !» Sarah voulut se lever brusquement, mais ses jambes lâchèrent. Michael la rattrapa avant qu'elle ne retombe. « Ne me touche pas !» voulut-elle crier, mais sa voix n'était qu'un souffle. « Tu n'as pas ce droit, après tout ce temps. Sarah, je t'en prie !» implora Michael, la soutenant toujours. « Il faut que tu te calmes. Ton cœur... Comment tu sais ?» Les yeux de Sarah s'écarquillèrent d'une brusque prise de conscience.
Les dons anonymes, le médecin, les médicaments. C'était toi. Le son lointain des sirènes emplit le silence pesant. Sarah tenta de se dégager des bras de Michael, mais une nouvelle vague de douleur la saisit. « Maman !» pleura Émilie, voulant se lever à nouveau. « Restez au lit, les filles !» ordonna Michael gentiment. « Votre maman doit se reposer jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. »« Pourquoi es-tu là ?» demanda Sarah, la voix cassée par l'émotion. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que nos filles sont venues me trouver lors d'une nuit de neige, essayant de vendre la bague que je t'avais offerte. » Le visage de Sarah blêmit encore plus. « Tu sais donc quelles sont mes filles ?»« Oui, Sarah. Il m'a suffi d'un regard pour reconnaître mes yeux chez elles, ton sourire, et... »« Non !» l'interrompit-elle, les larmes coulant librement. « Tu n'as pas ce droit. Pas après être parti, après avoir choisi ta carrière au lieu de... Tu ne m'as jamais dit que tu étais enceinte. » Sa voix trembla. « Pourquoi, Sarah? Pourquoi me cacher quelque chose d'aussi... » L'arrivée des ambulanciers interrompit la dispute. En quelques minutes, tout le monde se retrouva en route vers l'hôpital. Sarah en ambulance, Michael suivant avec les jumelles dans sa voiture. « Monsieur Michael ?» appela Emma depuis le siège arrière, la voix faible et apeurée. « Notre maman va aller mieux. »« Oui, ma chérie, on va dans le meilleur hôpital de Paris. »« Pourquoi maman était fâchée de te voir ?» demanda Émilie en toussant. Michael serra le volant plus fort. Comment expliquer 6 ans d'absence à 2 fillettes de 5 ans? À l'hôpital, Sarah fut immédiatement conduite en soins intensifs. Michael usa de son influence pour lui obtenir la meilleure chambre, les meilleurs médecins. Les jumelles, épuisées et encore fiévreuses, finirent par s'endormir sur un canapé-lit auprès de leur mère. Les heures s'écoulèrent. Quand Sarah reprit enfin connaissance, elle était seule dans la chambre avec Michael. Les jumelles avaient été emmenées pour des examens. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» demanda-t-il doucement, rompant le silence pesant. Sarah tourna la tête vers la fenêtre, des larmes silencieuses coulant. « Tu te souviens de la dernière fois que tu as vu mes parents ?» Michael acquiesça. Comment oublier leur mépris? 2 semaines après ton départ, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me suis empressé de leur annoncer, pensant qu'un petit enfant changerait tout. Elle laissa échapper un rire amer. « Tu sais ce que mon père a dit? Que je ferais mieux de régler le problème plutôt que de gâcher ma vie avec l'enfant de quelqu'un qui ne serait jamais rien. » Michael sentit une colère froide l'envahir. « Mais tu n'as pas... » « Bien sûr que non. C'étaient nos bébés, nos filles. » Sa voix se brisa. « Mais ils m'ont donné un ultimatum. Soit je faisais ce qu'ils voulaient, soit j'étais déshéritée, mise à la porte. Alors j'ai fui. J'ai changé de numéro, d'adresse. J'ai commencé une nouvelle vie, loin d'eux. Pourquoi ne pas m'avoir cherché? Je serais revenue, j'aurais... »« Aurais-tu renoncé à ton rêve ?» l'interrompit-elle. « Michael, tu venais à peine de décrocher cet investissement incroyable. Tu allais enfin concrétiser tout ce que tu avais toujours voulu. Comment aurais-je pu débarquer, enceinte, et te l'imposer? J'avais le droit de savoir, protesta-t-il. Ce sont aussi mes filles. Et qu'aurais-tu fait? Tu m'aurais épousé par obligation? Tu aurais vécu en nous reprochant tous les jours de t'avoir empêché de réussir? Jamais, murmura Michael, la voix brisée. Jamais je ne vous aurais considéré comme un obstacle. Sarah, regarde-moi. Il attendit qu'elle tourne la tête vers lui. Pendant toutes ces années, malgré le succès, je me suis toujours senti vide. Il me manquait quelque chose. Maman? Une petite voix ensommeillée interrompit la conversation. Emma et Émilie revenaient de leurs examens, encore pâles mais soulagées. « Venez, mes amours », appela doucement Sarah. « Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. » Les filles grimpèrent sur le lit d'hôpital, une de chaque côté de leur mère. Michael les observa, le cœur serré, tandis qu'elle se blottissait naturellement contre Sarah. « Vous vous souvenez quand vous m'avez demandé où était votre papa ?» reprit Sarah tendrement. Les jumelles acquiescèrent. Emma jeta un regard à Michael, semblant déjà deviner la suite. « Michael, le monsieur qui a acheté votre bague, c'est votre papa. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie, la première, fixa ses grands yeux sur Michael. « C'est pour ça que tu as les mêmes yeux que nous. » Des larmes s'échappèrent de Michael. « Oui, ma chérie. Et c'est pour ça que tu nous as aidés ?» demanda Emma. « Non, » répondit-il sincèrement. « J'ai aidé parce que j'ai vu 2 petites filles courageuses essayer de sauver leur maman. J'ai compris seulement après que vous étiez mes filles.
« Mais pourquoi tu n'étais pas là avant ?» questionna Émilie, la voix tremblante. « Parce que je ne savais pas », expliqua Michael, échangeant un regard avec Sarah. « Ta maman a été très courageuse et forte pour vous élever toutes les deux, alors que j'ignorais votre existence. J'aurais dû être là. »« Tu vas repartir ?» demanda Emma, ses yeux, si semblables à ceux de Michael, emplis d'espoir et de peur. Michael s'approcha, posant un genou à terre pour être à leur hauteur. « Plus jamais. Si vous et votre maman le permettez, je veux faire partie de votre vie. Je veux tout savoir, chaque histoire, chaque moment. » Sa voix s'étrangla lorsqu'Émilie, sans prévenir, lui sauta au cou. Emma l'imita une seconde plus tard. L'étreinte était maladroite, avec les filles encore sur le lit. Mais pour Michael, c'était l'instant le plus parfait de son existence. Sarah regarda la scène, les yeux pleins de larmes. 6 années de secrets, de combats solitaires, de nuits blanches à se demander si elle avait fait le bon choix. Tout menait à cet instant. « On a encore beaucoup de choses à régler », dit-elle doucement quand les filles se détachèrent enfin de Michael. Il acquiesça, essuyant ses propres larmes. « Je sais. Je passerai le reste de ma vie à rattraper ces années perdues. »« Papa » fit Emma, testant le mot, faisant bondir le cœur de Michael. « Tu es vraiment riche, comme dans les films ?» Michael rit doucement, remarquant le regard un peu inquiet de Sarah. « Oui, ma chérie, mais la plus grande richesse que j'ai jamais eue est dans cette pièce. »« John, alors on peut avoir un chien ?» demanda Émilie, tout excitée, arrachant des rires à tout le monde. La tension dans la chambre commença à se dissiper, tandis que les filles inondaient Michael de questions sur sa vie, ses goûts, ses histoires. Sarah les regardait, habitée par un tourbillon d'émotions contradictoires. Il restait tant à régler, tant de blessures à panser. La colère et la rancune de 6 ans ne disparaissent non pas en une nuit. Mais en voyant Michael avec les jumelles, la façon dont son regard s'illuminait en découvrant chaque détail, comment il écoutait chaque mot comme un assoiffé dans un désert, peut-être, juste peut-être, y avait-il de l'espoir. « Sarah » l'interpella doucement Michael après que les filles se furent rendormies, épuisées mais heureuses. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande une chance d'être présent dans la vie de nos filles, de réparer. » « On ne peut pas retourner en arrière, » l'interrompit-elle. « Le passé est le passé. » « Mais peut-être, » elle hésita, regardant leur fille qui dormait paisiblement, « peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau. » Pour elle, Michael hocha la tête, comprenant tout ce qu'elle ne disait pas. Le chemin serait long, jalonné de conversations difficiles et de moments délicats. Mais en regardant Emma et Émilie, ces petites princesses, que le destin lui avait rendues grâce à une bague par une nuit de neige, il savait que chaque seconde en vaudrait la peine. Dans sa poche, la bague de saphir paraissait plus légère. Ce n'était plus un symbole de regret et de choix manqués, mais de rédemption et de seconde chance. Et peut-être, un jour, quand les plaies seraient refermées et de nouveaux liens tissés, pourrait-elle servir à nouveau à son but premier. Pour l'instant, il se contentait de les regarder. Sa famille, dormant paisiblement dans la chambre d'hôpital. L'empire qu'il avait construit, les milliards amassés, rien ne valait ce moment. Enfin, Michael Anderson était rentré chez lui. La chambre d'hôpital baignait dans le calme du petit matin, seulement troublée par le bip discret des moniteurs cardiaques. Michael se réveilla lentement, le cou endolori d'avoir passé la nuit dans un fauteuil inconfortable. Pendant un instant, il fut désorienté, le décor aseptisé, l'odeur de désinfectant, la lumière froide de l'aube perçant à travers la fenêtre. Puis ses yeux tombèrent sur Sarah endormie dans le lit médicalisé et tous les événements des jours précédents l'assaillirent. Il était père. Le mot résonnait dans son esprit comme un mantra impossible à assimiler pleinement. Père. 2 jumelles, de 2 fillettes extraordinaires que le destin, dans un mystérieux concours de circonstances, avait placées sur sa route lors d'une nuit de neige avec une bague qui allait tout changer. Ses pensées furent interrompues par le bruissement des draps. Sarah se réveillait, ouvrant doucement les yeux, cherchant ses repères avant de le regarder. Un instant, il y eut un éclat d'incompréhension, puis de reconnaissance et enfin une émotion que Michael ne parvenait pas à définir totalement. « Les filles ?» demanda-t-elle, la voix encore voilée de sommeil. « Elles sont à la maison, avec l'infirmière Angela, » répondit-il. « Elles ont bien dormi d'après le dernier message que j'ai reçu. » Sarah acquiesça, se redressant avec précaution. «
Le silence qui suivit était lourd de mots non dits, de questions sans réponse, de 6 années de vie à raconter. Elles ont commencé à marcher à 10 mois, lâcha soudain Sarah, surprenant Michael. Emma en premier, toujours la plus téméraire. 3 jours après, Émilie l'a imitée. Non parce qu'elle était prête, mais parce qu'elle ne supportait pas de voir sa sœur faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Michael se pencha en avant sur son fauteuil, buvant chacune de ses paroles comme un assoiffé. « Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît ?» Sa demande était plus vulnérable qu'il ne l'aurait souhaité, mais elle eut l'effet escompté. Peut-être était-ce l'heure, peut-être était-ce l'atmosphère impersonnelle de l'hôpital, ou simplement le fait que Sarah était épuisée de porter seule tous ses souvenirs. Les mots se mirent à couler. Le premier dent qu'elles ont eu, mon Dieu, ce fut épique. Émilie a commencé la première, un mardi pluvieux. Elle était tellement fière, montrant à tout le monde cette petite dent blanche. Emma l'a très mal pris. Pendant 2 jours, elle a refusé de sourire, comme si elle protestait contre l'injustice du monde. Michael voyait parfaitement la scène dans son esprit, un sourire involontaire naissant sur ses lèvres. Leur premier mot à toutes les deux, c'était « maman », évidemment, poursuivit Sarah, un léger orgueil maternel dans la voix. Ensuite, elles ont divergé. Emma s'est mise à babiller sans cesse, inventant des sons que seule elle semblait comprendre, comme si elle avait sa propre langue. Émilie, elle, restait silencieuse, absorbant tout ce qui se passait autour d'elle. Quand elle se décidait enfin à parler, c'était toujours quelque chose de surprenant pour une enfant si jeune. « Et à l'école, comment sont-elles » demanda Michael, assoiffé de détails. Emma est une petite scientifique en herbe. Elle pose 1 million de questions, veut comprendre le fonctionnement de tout. Elle a même démonté un réveil récemment pour voir ce qu'il y avait dedans. Sarah rit doucement. Émilie, elle, est plus artistique. Elle passe son temps à dessiner, cherchant la beauté dans chaque chose. La semaine dernière, elle est rentrée toute excitée parce qu'elle avait remarqué que les nuages faisaient des ombres différentes selon l'heure du jour. Michael absorbait chaque détail, construisant dans son esprit un tableau vivant de ses filles. Puis Sarah lâcha un commentaire qui le prit au dépourvu. Elles ont ta façon de froncer les sourcils quand elles sont concentrées. Tu savais ? Exactement comme toi pendant les examens de mathématiques. La première fois que je l'ai remarqué, Emma essayait de faire ses lacets, et elle a pris cette même expression « j'ai cru que je ne pourrais plus respirer ». La confession flotta un instant dans l'air, chargée d'émotions. Michael sentit sa gorge se nouer. « Pourquoi tu n'as jamais » commença-t-il, mais il fut interrompu par un coup léger à la porte. C'était l'infirmière Angela, accompagnée des jumelles, déjà habillées pour l'école, bien que leurs yeux trahissent encore un peu de fatigue. « Maman !» s'exclamèrent-elles, courant vers le lit. Puis, presque en second réflexe, mais avec autant d'enthousiasme, « Papa !» Le mot était encore neuf pour elle, mais pour Michael, il sonnait comme une douce mélodie. Son cœur se gonfla d'une chaleur qu'il ne connaissait pas. « Bonjour, mes princesses », dit-il, remarquant qu'Emma reniflait encore un peu et qu'Émilie réprimait une petite toux. « Je pense qu'aujourd'hui, on va faire l'impasse sur l'école. Vous ne croyez pas ?» Leurs yeux s'éclairèrent immédiatement, mais Sarah intervint. « Michael, elles ne peuvent pas manquer l'école comme ça. Juste pour aujourd'hui, » insista-t-il, et il y avait dans son regard une supplique. Il désirait simplement profiter encore un peu de ses filles qu'il venait de découvrir. Sarah hésita, puis céda. « D'accord, » soupira-t-elle, « mais seulement pour aujourd'hui. » La journée qui suivit fut à la fois étrange et merveilleuse, tissée de petites découvertes et de grandes révélations. Michael apprit qu'Emma adorait les dinosaures, surtout le vélociraptor, parce qu'il était petit mais très malin, et qu'Émilie pouvait parler des heures des différentes nuances du coucher de soleil. Hier, c'était plus orangé, mais avant-hier, il y avait un peu de rose aussi. Au moment du déjeuner, qu'il avait commandé auprès d'un restaurant local réputé pour sa cuisine familiale, les questions fusèrent. C'était comme si les jumelles, réalisant qu'elles pouvaient enfin être curieuses de leur père, laissaient libre cours à leur soif de savoir. « Quelle est ta couleur préférée ?» demanda Emma entre 2 bouchées de pâtes. « Le bleu !» répondit immédiatement Michael. « Comme le ciel par une belle journée. »« Comme moi !» s'exclama Émilie, ravie. « Eh maman, tu savais que papa aime aussi le bleu ?» Sarah se contenta de sourire, mais Michael remarqua la douceur dans son regard. « Tu as un animal de compagnie ?» demanda ensuite Emma. « Non,
mais j'ai toujours voulu avoir un chien. »« Nous aussi », répondirent-elles à l'unisson, se lançant un regard complice qui fit rire Michael. « Papa, » reprit Emma d'un ton grave presque comique pour une enfant de 5 ans, « pourquoi t'es si riche ?»« Emma !» la gronda Sarah, mais Michael ne put s'empêcher de sourire. « Parce que j'ai eu l'idée d'une application, un programme informatique, qui aide les gens à voir le monde différemment. » expliqua-t-il en termes simples. « Mais tu sais quoi? Tout l'argent du monde ne vaut pas le bonheur de vous avoir trouvé. »« Mais tu vas rester riche, hein ?» demanda Émilie, pragmatique. « Parce que moi, je voudrais bien un petit chat. »« Émilie !» s'exclama Emma, imitant le ton que Sarah venait d'utiliser, ce qui déclencha de nouveaux rires. Mais tout n'était pas que légèreté. Au fil de la journée, Michael remarqua certaines nuances dans le comportement des filles. Elles jetèrent parfois un coup d'œil vers la porte, comme si elles redoutaient qu'il disparaisse brusquement. Elles s'approchèrent de lui avec prudence, testant les limites, craignant peut-être un rejet. Sarah aussi le voyait, et chaque fois qu'elle constatait ces signaux de peur chez ses filles, une ombre passait dans ses yeux. Michael savait qu'ils auraient besoin de parler, de définir des frontières, des attentes. Mais pour le moment, il se concentrait sur l'instant présent, s'imprégnant de chaque seconde. L'après-midi, Emma décida qu'elle devait montrer à son père tous les dessins qu'elle avait faits à l'école. Heureusement, Sarah gardait toujours une chemise avec leurs travaux. Michael examina chaque œuvre avec un intérêt authentique, posant des questions, faisant des compliments, mémorisant chaque trait comme un trésor. Émilie, plus silencieuse mais tout aussi avide d'attention, s'assit à côté de lui pour commenter chaque dessin de sa sœur, ajoutant ses propres observations et expliquant ce qu'elle aurait fait différemment. Ce fut à cet instant que Michael remarqua à quel point Émilie inclinait la tête de la même manière que Sarah lorsqu'elle réfléchissait. Un geste si simple, mais qui lui réchauffa le cœur jusqu'aux larmes. Lorsque le soir tomba et qu'il fallut reconduire les fillettes chez elles, un moment de tension survint. Emma s'accrocha à sa jambe, refusant de le lâcher. « Tu seras là demain ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'insécurité. « Oui », promit Michael en se mettant à sa hauteur, « et après-demain aussi. Et tous les jours qui suivront, je ne disparaîtrai plus jamais de votre vie. » Émilie, qui avait observé la scène en silence, s'approcha alors. « Promis ? Promis ?» répondit-il solennellement, tendant son petit doigt pour faire un « pinky swear », un rituel qu'il savait important pour les enfants de cet âge. Après le départ des jumelles avec l'infirmière Angela, le silence retomba dans la chambre. Il était temps de la conversation qu'ils avaient évitée toute la journée. « Comment on va s'organiser, Michael ?» demanda enfin Sarah, la voix lasse mais déterminée. « Tu as ta vie, ta société. Je vais déménager définitivement à Paris, » trancha-t-il sans hésiter. « J'ai déjà donné des ordres pour rapatrier le siège principal. Je peux diriger ma boîte de n'importe où et... »« Non !» s'écria Sarah avec plus de force qu'elle ne l'aurait souhaité. « Tu ne peux pas tout changer d'un coup, comme ça. »« Pourquoi pas ?» Il s'approcha du lit, déterminé. « Pour mes filles, pour toi, regarde-moi, Sarah. Il y a 6 ans, j'ai choisi mon ambition plutôt que notre amour. Ça a été l'erreur la plus monumentale de ma vie, et je ne referai pas 2 fois la même faute. Les choses ne sont pas si simples. Non, elles ne le sont pas, reconnut-il, s'asseyant au bord du lit et prenant sa main dans la sienne. Voyant qu'elle ne la retirait pas, il poursuivit. « Mais elles n'ont pas à être aussi compliquées qu'on le croit. Je ne te demande pas de revenir à ce qu'on était avant. Je te demande juste la chance d'être le père de nos filles, de t'aider, de, peut-être, avec le temps, reconstruire quelque chose de nouveau. » Les semaines suivantes furent une danse subtile de limites et de découvertes. Michael loua un appartement dans le même quartier, suffisamment grand pour que les jumelles aient leur propre chambre lorsqu'elles lui rendraient visite, mais pas trop luxueux pour éviter un décalage trop brutal avec leur quotidien. Ils établirent une routine où il emmenait les filles à l'école le matin, transformant chaque trajet en voiture en moment privilégié d'échange. Chaque jour apportait son lot de petites révélations. Emma était définitivement une lève-tôt, bondissant du lit avec 1000 projets en tête. Émilie, elle, avait besoin d'une 20aine de minutes et d'un chocolat chaud avant de s'éveiller pleinement. Et puis la maîtresse a dit que mon exposé sur pourquoi les plantes ont besoin de lumière était le meilleur de la classe. S'enthousiasma Emma un matin, gigotant sur la banquette arrière. « Même moi j'ai gagné le concours de dessin de l'école,
ajouta Émilie, encore un peu endormie, pour ne pas être en reste. J'ai dessiné notre famille. Cette dernière phrase faillit faire rater un battement au cœur de Michael. Notre famille. L'idée était encore si nouvelle pour lui. Le soir, ils avaient instauré le rituel de la visioconférence pour les devoirs. Étonnamment, Emma semblait avoir hérité de la facilité de Michael pour les mathématiques, tandis qu'Émilie pouvait passer des heures à dessiner, tout comme Sarah décorait jadis les marges de ses livres. Les premières sorties en famille furent de véritables épreuves de patience et de découverte. Un dimanche aux eaux révéla qu'Émilie avait une peur bleue des serpents. « Elles n'ont même pas de pattes, papa. C'est pas normal. » Tandis qu'Emma était fascinée par les manchots. « Tu savais qu'ils peuvent nager à 40 km/h ?» Au début, Sarah rechignait à les accompagner, craignant sans doute de brouiller les repères des filles. Mais devant leur joie sincère, elle se laissa peu à peu convaincre. « Elles en ont besoin », admit-elle un jour au parc, observant Michael pousser les filles sur la balançoire. « Elles ont besoin d'un père. » De souvenirs comme cela. Mais tout n'était pas simple. La première fois que Michael dut poser une limite fut un test pour tout le monde. « Mais papa, juste un chocolat », supplia Emma avant le dîner, avec ses yeux de chiot. « Ta maman a déjà établi des règles pour les bonbons avant le repas, » déclara-t-il fermement, bien que son cœur se fende devant ses grands yeux. « On doit les respecter. » Sarah, de la cuisine, approuva. « Tu as entendu ton père, Emma. Les règles sont les règles, peu importe qui les énonce. » Ce fut un moment décisif qu'elle observa attentivement. Pour la première fois, elle voyait Michael endosser vraiment son rôle de père, pas seulement celui du papa cool qui gâte ses enfants pour rattraper le temps perdu. Quelque chose s'adoucit en elle, une fissure dans le mur de protection qu'elle avait érigé. Les jumelles, elles aussi, traversèrent des phases d'incompréhension et d'insécurité. Lors d'un dîner de famille, Émilie posa une question qui glaça la pièce. « Si tu es notre papa, pourquoi tu ne vis pas avec nous comme le papa de Lisa ?» Un silence pesant s'installa. Sarah posa ses couverts, choisissant soigneusement ses mots. « Parfois, ma chérie, un papa peut aimer très fort ses enfants tout en vivant dans une maison différente. L'important, c'est qu'il soit là maintenant, non ? Mais il va rester ?» demanda Emma, exprimant clairement la peur qui les hantait. Michael déposa sa fourchette et tendit ses mains à travers la table, une vers chaque fille. « Toujours. Même si je ne vis pas dans le même appartement, je suis là pour de bon. Pour toujours. » La vie professionnelle de Michael subit alors des ajustements majeurs. Les visioconférences étaient souvent interrompues par des appels de l'école et les réunions importantes décalées pour qu'il puisse assister aux présentations de classe. Ses collaborateurs durent s'habituer à un PDG qui privilégiait désormais l'heure du dîner en famille au cocktail avec les investisseurs. M. Anderson, fit remarquer un jour Margaret en lui apportant des rapports, « Je ne vous ai jamais vu aussi fatigué et aussi heureux. » C'était vrai. Chaque journée apportait son lot de défis, mais aussi de joie. La première fois qu'il réussit à tresser les cheveux de ses filles tout seul, après de multiples tutos en ligne et essais ratés, fut une victoire personnelle. Quand Emma vint le voir en premier, et non Sarah après un cauchemar, il dut retenir des larmes d'émotion. Le dessin qu'Émilie fit pour la fête des pères à l'école, représentant toute la famille, fut encadré dans son bureau. Sarah observait tout cela avec un mélange complexe de sentiments. Elle voyait à quel point Michael se donnait, comment il plaçait les jumelles au centre de tout, réellement engagé à être un bon père. Peu à peu, les murailles qu'elle avait dressées commençaient à se fissurer davantage. Un soir, après avoir couché les filles, elle le trouva dans la cuisine, parcourant de vieilles photos des jumelles sur son téléphone. « Ah, tu veux voir leurs albums complets ?» proposa-t-elle, hésitante. Les yeux de Michael s'illuminèrent. Pendant des heures, assis sur le vieux canapé, ils parcoururent des souvenirs qu'il avait ratés. Premier sourire, premier pas, premier jour d'école. Sarah se surprit à raconter des anecdotes, à rire, à se laisser aller à un brin de nostalgie. « Merci », murmura-t-il doucement lorsque la nuit fut bien avancée. « Pourquoi ? D'avoir été si forte, d'avoir si bien élevé nos filles, de me laisser une chance, maintenant. » Sarah ne répondit pas, mais son regard se fit plus tendre. Au fil des mois, une nouvelle normalité s'installa. Michael apprit chaque petite habitude de ses filles. Comment Emma avait besoin d'une chaussette porte-bonheur pour dormir. Comment Émilie ne mangeait ses carottes
que si elles étaient coupées en forme d'étoiles, et comment chacune réclamait un câlin différent lorsqu'elle était triste. Les jumelles s'épanouissaient sous cette affection partagée, apprenant qu'elles n'avaient pas à rivaliser pour l'amour d'un seul parent. Sarah, voyant la constance de Michael, commença à l'inclure plus naturellement dans les décisions les concernant. Choix de l'école, suivi médical, tout n'était pas rose. Il y avait des jours difficiles, des disputes, des moments où Michael repensait aux années perdues. Sarah se retrouvait parfois engloutie par les souvenirs du passé et la peur de l'avenir. Mais il y avait aussi des rires au petit déjeuner, des étreintes spontanées, des petites victoires quotidiennes qui valaient tout. Comme la fois où Emma remporta un prix à la foire aux sciences avec un projet sur les applications mobiles, clairement inspiré par son père, ou celle où Émilie exposa un tableau de famille dans le couloir de l'école. Un après-midi, en observant ses filles dans la chambre qu'il avait aménagée pour elles, Emma jouant à la petite scientifique, Émilie peignant sur un chevalet, Michael réalisa quelque chose d'essentiel. Il n'essayait plus de rattraper le temps perdu, il était simplement papa. Et peut-être que c'était là le plus grand miracle de cette fameuse nuit de neige, celle qui avait bouleversé leur vie à tous. Le printemps s'installa à Paris, symbole de renouveau. Sarah, après plusieurs mois de traitement adéquat, voyait enfin sa santé s'améliorer nettement. Les consultations médicales étaient de plus en plus positives, et elle pouvait à nouveau monter les escaliers de son immeuble sans s'essouffler. « Vos examens sont très encourageants, mademoiselle Matthews », la rassura le cardiologue. « Continuez ainsi, et nous pourrons bientôt réduire votre médication. » Les jumelles s'épanouissaient aussi, remises des grippes hivernales. Emma avait retrouvé sa place de star en sciences, tandis qu'Émilie venait de remporter un prix régional d'art. La découverte qui allait tout changer se produisit un samedi après-midi, alors que Sarah avait décidé de faire un grand ménage de printemps. Michael participait volontiers, surtout parce que les filles insistaient pour lui montrer chacun de leurs trésors. « Papa, regarde !» s'exclama Emma en sortant d'un placard une boîte décorée d'étoiles. « Ce sont nos photos de quand on était bébé. » Mais c'est Émilie, fouillant plus loin dans l'armoire, qui tomba sur l'élément clé. « Maman, c'est quoi cette boîte en métal ?» Sarah se figea en reconnaissant la vieille boîte que sa fille tenait. Emma, curieuse, l'avait déjà ouverte. « Ce sont des lettres. Ce sont des lettres que j'ai écrites à ton père, » expliqua doucement Sarah. « Au fil des années, je ne les ai jamais envoyées. » Après avoir envoyé les filles jouer dans leur chambre, Sarah ouvrit la boîte. Des dizaines de lettres, classées par ordre chronologique, racontèrent l'histoire de ces années manquées. La première, rédigée le soir du départ de Michael. « Cher Michael, tu es parti aujourd'hui. J'aurais dû te dire que je soupçonnais être enceinte. Mais tes yeux brillaient en parlant de ta start-up. J'ai fait le test en rentrant. Positif. Je porte une partie de toi, et toi, tu es à des kilomètres, courant après ton destin. Comment te l'annoncer? Comment risquer de saboter tes rêves? Avec amour, Sarah. » La lettre à propos de la découverte des jumelles. « Mike, ce sont des jumelles. 2 petites vies que nous avons créées. Mes parents l'ont appris. C'est aussi horrible que je le craignais. Papa exige que je règle le problème. J'ai fui. J'ai un petit appartement en banlieue désormais. Je vois ton nom dans les journaux. Comment débarquer et peut-être détruire tout ce que tu as construit? Sarah, la naissance des fillettes. Cher Michael, nos filles sont nées aujourd'hui. Emma d'abord, annonçant son arrivée dans le monde. Émilie peu après, silencieuse mais très alerte. Elles sont parfaites. Emma à tes yeux, Émilie ton sourire. Je leur ai promis qu'elles ne manqueraient jamais d'amour, même si tu ignores leur existence. Sarah, les années qui passent. Mike, papa. Leurs premiers mots aujourd'hui. Comment leur expliquer que leur père est cet homme en couverture de Forbes, qu'il n'a pas abandonné? On ne peut pas abandonner ce qu'on ne connaît pas. J'allume la télé pour te voir en interview. Tu as changé, plus mûr, mais quand tu souris, je revois le garçon qui codait dans des cahiers à la bibliothèque. Sarah. Le diagnostic de la maladie. Cher Michael, le médecin dit que je dois ralentir le rythme. Mon cœur ne suit pas, mais comment faire? Nos filles ont besoin de manger, de vivre. Emma est brillante en sciences, c'est dans son sang. Émilie a un talent rare pour l'art. Je garde encore la bague. Les filles m'ont demandé à quoi elle servait. Comment expliquer qu'elle représente des rêves inaboutis? Sarah.
La dernière lettre, écrite quelques semaines avant la fameuse nuit de neige, Michael, 5 ans. Parfois, je n'arrive pas à croire à quel point le temps a filé. Je t'ai vu aux infos. Anderson Tech est en pleine expansion. Ai-je fait le bon choix? Protéger ou me montrer égoïste? Ma santé se dégrade. Les médicaments coûtent trop cher. Les filles s'en rendent compte, même si je fais tout pour le cacher. Peut-être qu'un jour, elles te chercheront elles-mêmes. Peut-être que tu découvriras alors la vérité. J'espère que tu sauras me pardonner. Avec un amour éternel, Sarah Michael acheva sa lecture les larmes aux yeux. L'appartement était silencieux, baigné de la lumière de fin d'après-midi. « Pourquoi tu me les montres maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Parce que tu mérites de tout savoir, chaque pensée, chaque peur, chaque instant que tu as manqué. » Sarah inspira profondément. « Et parce qu'il est temps que j'arrête d'avoir peur. » Michael s'assit à côté d'elle, lui prenant les mains tremblantes. « Tu as protégé nos filles comme tu as pu. Ça me fait mal d'avoir manqué tout ça, mais je comprends. Tu as toujours été la plus forte. »« Je ne me sens pas forte, » murmura-t-elle. « Je suis épuisée de construire des murs, de garder mes distances. » La sonnette retentit, interrompant ce moment suspendu. Sarah n'attendait personne. Michael alla ouvrir et se figea. Un couple élégant se tenait sur le palier. Le docteur Matthews et son épouse, les parents de Sarah. « Où est ma fille ?» demanda le père, la voix tremblante. Sarah apparut, sous le choc. « Maman, papa, comment ?»« On nous a parlé de ta maladie, » coupa sa mère. « Pourquoi ne nous as-tu pas appelés ?»« Maman, il y a quelqu'un ?» Emma et Emily apparurent dans le couloir. Un silence choqué tomba. Madame Matthews porta la main à sa bouche, en pleurs. « Ce sont elles, nos petites filles ?»« Elles te ressemblent tant » commença le docteur Matthews. « À moi » compléta fermement Michael. « Elles sont mes filles aussi. » Sarah s'interposa en laissant protectrice ses enfants. « Emma, Emily, voici vos grands-parents. »« Pourquoi vous n'êtes jamais venus avant ?» demanda Emma, l'innocence dans la voix. La question frappa le couple de plein fouet. Le docteur Matthews paraissait soudain beaucoup plus vieux. « On peut entrer ?» On a beaucoup à se dire. Pendant que les filles mangeaient une pizza en regardant un dessin animé, les adultes discutèrent dans la cuisine. « Martha Williams nous a aperçus à l'hôpital », expliqua Madame Matthews. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit, Sarah ?»« Pourquoi ?» Sarah laissa échapper un rire amer. « Peut-être parce que vous m'avez rejeté quand j'ai eu le plus besoin de vous. On a eu tort, » reconnut le docteur Matthews, les larmes aux yeux. « Terriblement tort. On a pensé qu'à l'honneur de la famille, à ce que dirent les gens. On n'a pas vu que notre fille avait besoin de nous. »« Et maintenant ?» demanda Sarah, fatiguée. « Une chance, » implora sa mère. « De connaître nos petites filles, de réparer nos erreurs. »« Vous avez la moindre idée de ce qu'elle a traversé, » intervint Michael. « Elle a cumulé 2 emplois, lutté contre une maladie, élevé 2 filles extraordinaires, tandis que vous vous inquiétiez du qu'en dira-t-on. »« Vous avez raison, » admit le docteur Matthews. « Surtout, on est ici pour demander pardon, pour avoir une chance de faire partie de cette famille. »« Maman » coupa Emily en entrant. « On peut prendre un dessert ?» L'innocence de cette requête brisa la tension. Sarah regarda ses filles, si loin de comprendre la gravité de la scène. « Montrez à vos grands-parents où on range les biscuits, » dit-elle doucement. Tandis que les fillettes guidaient leurs aïeux vers le placard à gâteaux, Michael prit la main de Sarah. « On n'a pas besoin de tout régler ce soir. On peut y aller pas à pas, voir comment les filles réagissent. » Sarah observa ses filles, déjà tout sourire devant la découverte de cookies avec leurs grands-parents. Elles méritent des grands-parents, mais à nos conditions. Sans pression, sans jugement. Les lettres dans la boîte racontaient une histoire d'amour, de sacrifice et de rédemption. Le prochain chapitre serait celui de la réconciliation et des secondes chances. Rien ne serait facile. Les blessures étaient profondes, la confiance brisée. Mais en voyant ces filles rayonnantes auprès de leurs grands-parents, Sarah se permit enfin d'espérer. Si elle et Michael pouvaient se retrouver après 6 ans, alors peut-être que sa famille aussi pourrait guérir. Et dans la poche de Michael, la bague de saphir qui avait tout déclenché vibrait de nouvelles possibilités. L'été arriva à Paris, apportant son lot de chaleur et de changements profonds au sein de cette famille réunie par un étrange coup du destin. Le petit appartement de banlieue, autrefois un refuge solitaire pour Sarah et les jumelles,
résonnaient désormais d'une énergie différente les week-ends. Par un doux dimanche matin, Michael observait depuis la cuisine, tandis que le docteur Matthews tentait, avec un sérieux presque comique, d'apprendre les règles d'un jeu de société qu'Emma venait d'inventer. Les règles changeaient toutes les 5 minutes pour la plus grande confusion du grand-père. Mais il persistait avec une patience étonnante. « Non, papy. » Sans l'expliquer, Emma, pour la 10e fois. « Tu peux avancer le pion bleu seulement quand la lune apparaît sur le dé. Mais tu as dit que c'était le soleil qui... » « Ça, c'était avant l'arrivée du dragon dans le jeu, » rétorqua-t-elle, comme si c'était la chose la plus logique au monde. Sur le balcon, Émilie montrait son nouveau carnet de croquis à sa grand-mère, qui s'émerveillait sincèrement devant chaque dessin. Madame Matthews avait découvert en sa petite-fille la plus calme, une véritable artiste, et arrivait chaque semaine avec de nouveaux crayons ou pinceaux trouvés par hasard dans une papeterie. Sarah s'approcha de Michael, lui tendant une tasse de café. « Qui l'aurait cru ?» murmura-t-elle avec un demi-sourire. Les dernières semaines avaient été difficiles. Il avait fallu poser des limites claires avec ses parents, avoir des discussions honnêtes et parfois houleuses. Michael se souvenait particulièrement de cette altercation lorsque le docteur Matthews avait suggéré d'inscrire les jumelles dans une prestigieuse école privée. « Elles ont déjà une école », avait répliqué Sarah, catégorique. « Elles y sont heureuses. Elles ont leurs amis et des professeurs qui les connaissent depuis toujours. Mais maintenant, grâce aux ressources de Michael, il ne s'agit pas d'argent, papa. Il s'agit de stabilité, de ne pas bouleverser leurs repères sous prétexte qu'on peut se payer mieux. » Fait remarquable, c'est Michael qui s'était le plus aligné sur cette décision. « Nos filles n'ont pas besoin d'un établissement au nom prestigieux sur un bout de papier, » avait-il argumenté. « Elles ont besoin d'une enfance normale, de vrais amis, d'expériences authentiques. » Peu à peu, les Matthews avaient compris qu'ils ne devaient pas imposer leur vision, mais s'intégrer respectueusement à la vie que Sarah avait bâtie. Les visites, d'abord tendues, étaient devenues plus naturelles. Emma fut la première à ouvrir son cœur à ses grands-parents, sa nature spontanée prenant le dessus sur tout ressentiment. Émilie mit plus de temps, préférant observer avant de se sentir en confiance. Un jour, elle conduisit sa grand-mère à l'endroit où elle aimait dessiner en secret. « Tu sais ce qui me surprend le plus ?» confia Sarah un soir, après que tout le monde fut parti. « À quel point ils essaient vraiment, pas juste avec les filles, mais avec moi aussi. » C'était vrai. Le docteur Matthews avait pleuré en découvrant la précarité à laquelle Sarah avait fait face avec sa maladie. Madame Matthews passait des heures à écouter les anecdotes sur les jumelles bébés, buvant chaque détail, ses larmes silencieuses trahissant ses regrets. Michael, de son côté, œuvrait à un projet secret. Les lettres que Sarah avait écrites pendant 6 ans l'avaient inspiré à créer quelque chose d'unique. Travaillant tard le soir, il rassemblait soigneusement des extraits, des souvenirs, des moments qui raconteraient non seulement leur histoire passée, mais aussi l'avenir qu'il pouvait envisager. Il choisit le moment idéal pour dévoiler sa surprise. C'était l'anniversaire des 6 ans des jumelles, et toute la famille se retrouva dans un parc pour un pique-nique festif. Les filles couraient avec d'autres enfants, leur rire résonnant dans la douceur de l'air estival. « Sarah, » dit-il doucement, lui prenant la main, « ça te dirait qu'on se promène ?» Ils s'éloignèrent un peu, jusqu'à un groupe d'arbres. Michael y avait aménagé une petite mise en scène. Suspendues aux branches basses, dans de petits sachets transparents, se trouvaient toutes les lettres qu'elle avait écrites au fil des ans. « Michael, qu'est-ce que c'est ?»« Nos souvenirs, » répondit-il, l'entraînant parmi les lettres. « Pas seulement ceux qu'on a vécus ensemble, mais ceux que tu as gardés en toi toutes ces années. » Sarah effleura les sachets du bout des doigts, reconnaissant son écriture, ses sentiments consignés sur le papier. « Mais il y en a qui sont différentes, » remarqua-t-elle en voyant de nouvelles enveloppes parmi les anciennes. « Mes réponses ?» expliqua Michael. « Pour chaque lettre que tu as écrite, j'ai rédigé ce que j'aurais voulu te dire si je l'avais reçu, ce que je ressens en les lisant aujourd'hui et ce que j'espère pour notre futur. » Les larmes aux yeux, Sarah commença à parcourir les réponses de Michael. « Chère Sarah, si j'avais reçu ta lettre ce soir-là, je serais rentré immédiatement. Aucun rêve, aucune entreprise ne vaut la peine sans toi, sans vous. Mais le destin en a décidé autrement, et peut-être avions-nous besoin de ces années pour grandir,
pour devenir ceux que nous sommes aujourd'hui. Tu as fait preuve d'une force incroyable, d'un amour infini. Tu as élevé nos filles avec des valeurs qu'aucune fortune ne peut acheter. Maintenant, si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à prouver que je suis l'homme que tu as toujours cru que je pouvais être. La dernière enveloppe, pendue à une branche plus basse, ne contenait pas de mots. Lorsque Sarah l'ouvrit, elle découvrit la bague de saphir, celle par qui tout avait commencé. Et Michael à genoux devant elle, les yeux brillants d'amour et d'espoir. « Sarah Matthews, commença-t-il d'une voix tremblante, tu m'as écrit durant 6 ans, gardant en toi chaque moment, chaque espoir. Aujourd'hui, je veux passer le reste de ma vie à répondre à chacune de tes lettres par des actes, par l'amour, par mon engagement. Veux-tu m'épouser ?» Le oui de Sarah fut à peine audible, couvert par ses sanglots, mais son étreinte disait tout. Ils réalisèrent alors qu'ils n'étaient pas seuls. La famille entière les avait suivis à pas feutrés pour assister à la scène. « Enfin !» s'exclama Emma en sautant de joie. « Ça veut dire qu'on va tous habiter ensemble ?» demanda Emily, les yeux pétillants d'espoir. Les parents de Sarah s'approchèrent, tous deux en larmes. Le docteur Matthews serra sa fille dans ses bras, puis tendit la main à Michael. « Prends soin d'elle, » dit-il simplement. « Toutes les 3. Toujours, » promit Michael. Ce n'était pas seulement une promesse à Sarah, mais à l'ensemble de cette famille qu'il formait. Épilogue. 6 mois plus tard. Le nouvel appartement était spacieux sans être trop ostentatoire, suffisamment proche de l'école pour maintenir la routine quotidienne et doté de chambres pour tout le monde. Les murs du salon arboraient fièrement les dessins d'Emily aux côtés des diplômes de sciences d'Emma. Sarah, complètement rétablie et désormais enseignante dans un seul établissement par choix, coordonnait un projet artistique avec Emily, tandis qu'Emma et Michael s'affairaient à un petit atelier de sciences sur la table de la cuisine. La bague de saphir brillait à son doigt, accompagnée d'une alliance. Elle n'était plus le symbole de rêves avortés, mais celui d'un parcours incroyable fait d'amour, de pardon et de renaissance. Les Matthews venaient régulièrement dîner, apportant non seulement des cadeaux pour leur petite fille, mais aussi des anecdotes sur la jeunesse de Sarah, reconstituant peu à peu les ponts que l'orgueil avait détruits. Michael gérait brillamment sa double vie. PDG visionnaire le jour, père de famille le soir. Il avait même aménagé un étage entier d'Anderson Tech en crèche d'entreprise, inspiré bien sûr par ses propres expériences. Les jumelles continuaient de rayonner dans cet amour qui les entourait. Emma parlait déjà de créer ses propres applications, quand je serai grande, tandis qu'Emily rêvait de tenir une galerie d'art, avec un petit coin dédié à la science, pour qu'Emma soit contente. Un soir paisible, après avoir couché les filles, Sarah rejoignit Michael sur le balcon où il contemplait la ville. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle en l'enlaçant. « À l'imprévisibilité de la vie », répondit-il en se tournant vers elle. « J'ai passé 6 ans à bâtir un empire, persuadé d'avoir tout, alors que ma vraie richesse se trouvait dans un petit appartement de banlieue. Et dire que tout a commencé avec une bague par une nuit de neige. Non, corrigea doucement Michael. Tout a commencé avec ton amour, ton courage, ta force. La bague n'a été qu'un instrument du destin pour nous offrir une seconde chance. » Sarah sourit, nichant sa tête contre son torse. À l'intérieur, leur fille dormait en sécurité. Probablement que ses parents planifiaient déjà leur prochaine visite. Et là, sur ce balcon, ils goûtaient ensemble la paix d'un amour qui avait survécu au temps, à l'orgueil et à la distance. Le saphir scintillait, reflétant les lumières de la ville, chaque facette racontant une histoire de perte et de retrouvailles, de secrets dévoilés et de ponts reconstruits. Une histoire prouvant que, parfois, le destin a des projets bien plus vastes que les nôtres, et que le véritable amour finit toujours par retrouver son chemin jusqu'à la maison.